Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le Parlement est de nouveau saisi au titre de l'article 50-1 de la Constitution pour débattre des nouvelles mesures sanitaires annoncées hier soir par monsieur le Président de la République. Ces mesures, monsieur le Premier ministre, que vous relayez cet après-midi, pourraient être très largement commentées. Je ne vais pas me lancer dans cet exercice. Ces mesures étaient indispensables en raison de l'évolution de la pandémie. Nous partageons l'idée qu'il ne fallait pas revenir à un confinement dur du type de celui que nous avons connu en mars 2020. Il nous paraît évident qu'un tel confinement ne serait plus accepté de la même manière par nos concitoyens. La peur et la sidération ont laissé place à l'inquiétude, la lassitude et même parfois une certaine colère. Mais l'évolution des indicateurs sanitaires imposait de nouvelles mesures. Je suis persuadé, et je veux croire que celles qui ont été proposées hier ont été pesées, réfléchies à l'aune des indicateurs dont vous disposez. Vous venez de le dire à l'instant, elles sont une synthèse de la raison sanitaire, mais aussi de la prise en compte nécessaire des intérêts économiques, sociaux du pays, voire psychologiques. Pour autant, ces mesures suscitent des interrogations que nous souhaiterions voir levées. D'abord, le passage d'une capacité de 7 000 lits en réanimation à 10 000 a été quelque chose qui nous a valablement surpris. Mais alors que nous en parlons depuis des mois, comment ceci est-il devenu réalisable? On parlait d'argent magique. Aujourd'hui, nous avons des lits magiques. D'où sortent ces lits et pourquoi ne pas est-il possible de les mobiliser auparavant? Encore plus problématique est la question du personnel qui permettra de les faire fonctionner. Le président a bien fait état que tout le potentiel de la réserve sanitaire serait mobilisé, mais cela permettra-t-il de rendre effective l'utilisation de ces nouveaux lits? S'agissant de la stratégie vaccinale, jusqu'ici, outre les seniors, seuls les soignants étaient prioritaires pour se faire vacciner. Mais l'ouverture de cette priorité à de nouvelles catégories, les enseignants, les policiers, les pompiers, est une bonne chose, mais risque de brouiller la lisibilité de la stratégie et surtout de donner lieu à des demandes reconventionnelles. Par exemple, pourquoi les enseignants et pourquoi pas les ATSEM dans les communes, qui sont pourtant eux aussi au contact des enfants au quotidien? De même, pourquoi pas les chauffeurs de bus ou les caissières de supermarché dont on a tant parlé il y a quelques mois? N'y a-t-il pas là un risque de revendication tout azimut et d'incompréhension de la part d'un certain nombre de professions exposées? Toujours au sujet des vaccins, mais cette fois en amont, au niveau de la production et de la fourniture des doses, les annonces présidentielles sont très volontaristes et optimistes. Nous allons accélérer les achats. Vous l'avez dit, on ne peut qu'être d'accord. Mais tout à chacun sait bien que les doses manquent. Aujourd'hui encore, on constate qu'AstraZeneca a livré 30 millions au lieu des 120 promises. Comment allons-nous accélérer les achats? De même, nous allons devenir le premier continent au monde en termes de production de vaccins. C'est le président qui l'affirme. Tout le monde s'en réjouit. Comment cela va-t-il se passer? Où seront les usines de production? Comment ceci va être organisé? Parmi les annonces d'hier, la fermeture des écoles est sans doute la plus forte annonce. Vous avez annoncé des consultations avec les associations d'élus. C'est une bonne chose, car beaucoup s'inquiètent sur le domaine périscolaire en particulier. Fermer les écoles suppose que les familles s'organisent, mais aussi les écoles elles-mêmes et les collectivités. Le chef de l'État, pourtant, n'a pas parlé des autotests, alors qu'ils sont très utilisés en Grande-Bretagne et en Allemagne. Pourquoi faisons-nous l'impasse sur les autotests en France? Pourquoi avons-nous été moins réactifs que nos voisins européens pour nous en équiper? Autre grand absent du débat, le pass sanitaire. C'est pourtant un sujet majeur, tant au niveau communautaire qu'au niveau national. Toutes les restrictions sanitaires seront-elles levées une fois que les publics à risque auront été vaccinés? Enfin, on peut se demander s'il n'aurait pas été possible de conserver au moins un peu de différenciation locale, s'il n'aurait pas été envisageable de jouer la carte de la déconcentration et de plus inciter les praticiens hospitaliers à innover. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, il s'agit là d'interrogations. Elles ne remettent pas en cause l'idée que nous nous faisons de votre action. Il ne s'agit pas de défiance, il ne s'agit pas de mettre en doute la bonne foi du gouvernement, il ne s'agit pas de contester l'idée que vous défendez la protection sanitaire des Français en ménageant autant que possible les autres intérêts de la nation. Vous avez parlé des aides économiques. Chacun ici constate que le gouvernement, l'État, a fait beaucoup ces derniers mois pour aider les entreprises, pour aider les commerçants.
Mais nous ne voterons pas cet après-midi, monsieur le Premier ministre, car, une fois de plus, nous débattons de mesures qui ont déjà été prises. Notre groupe ne prendra pas part à un vote qui semble relever davantage de l'exercice de style platonique et cosmétique. Nous avons compris que notre principal outil de travail, nous parlementaires, était le poste de télévision. Au-delà de cette ironie, nous avons un problème institutionnel, monsieur le Premier ministre. C'est cela dont nous voulons vous parler aujourd'hui. Les mesures sanitaires vont dans le bon sens, mais on prend des mesures qui touchent aux libertés publiques. Vous avez dit ce matin, l'action que nous menons se fait naturellement dans un cadre constitutionnel, mais ce sont surtout des mesures administratives, réglementaires. C'est vrai, mais quand on touche à la liberté d'aller et venir, quand on touche à la liberté du commerce, quand on empêche les gens d'aller et venir d'une région à l'autre, d'un département à l'autre, c'est sûrement très nécessaire d'ailleurs. Beaucoup de ces mesures, nous les approuvons. Mais simplement, il s'agit de liberté publique, et ça va au-delà du réglementaire, ça va au-delà de l'administration. Et il n'est pas anormal que le Parlement puisse apprécier la proportionnalité des mesures qui ont été prises. Il n'y a rien d'offensant, monsieur le Premier ministre, ni pour le Président de la République, ni pour votre gouvernement, que les parlementaires puissent émettre a priori une opinion ou formuler des recommandations. Il n'est pas normal à nos yeux qu'un homme seul, fût-il le président et quelle que soit sa qualité, puisse décider seul en s'appuyant sur un conseil de défense et prendre des décisions que nous sommes amenés à constater semaine après semaine. Vous avez parlé ce matin, j'ai écouté la réponse que M. le ministre Véran a faite à l'Assemblée nationale et la vôtre, Monsieur le Premier ministre. Vous avez dit la démocratie, c'est la transparence. Est-ce que vous croyez franchement que le Conseil de défense est un exemple de transparence ? Quelle est la place du Conseil de défense dans nos institutions aujourd'hui ? Si le Conseil de défense est devenu un corps central, indispensable dans l'action qui est menée aujourd'hui, le Parlement, lui, a disparu de la prise de décision. On va même jusqu'à créer des machins, je pense que le général de Gaulle les aura appelés comme ça, avec un certain nombre de citoyens tirés au sort pour savoir ce qu'ils pensent de la difficulté vaccinale. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne les entend plus. Le président a décidé de parler directement à l'opinion. Je pense que c'est un exercice très dangereux et on en a déjà fait la terrible épreuve avec l'épisode des Gilets jaunes. Ça paraît déjà très loin, mais c'est finalement très récent. Et quand on joue avec l'opinion, il faut s'attendre à ce qu'un jour, ça puisse finir par le Capitole ou par chez nous, sur les Champs-Élysées, avec des milliers de CRS qui sont obligés de protéger nos institutions. Il y a une Constitution, il y a des institutions, et le sujet dont je veux essentiellement vous parler aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, c'est cette alerte. Nous ne pouvons pas être relégués aujourd'hui à attendre des sujets, des directives, des annonces qui nous viennent sur les écrans. Ceci ne peut plus durer. Si demain d'autres, et quand je vois les sondages, on peut s'inquiéter parfois, arrivaient au plus haut niveau de l'État, ou s'il y avait une cohabitation, comment fonctionnerait notre pays avec de tels pouvoirs concentrés entre les mêmes mains? La question est très grave et c'est un sujet qui doit nous mobiliser. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet inquiétant, c'est simplement un sujet qui nous alerte, tant les pouvoirs sont concentrés. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez parlé à l'instant même aussi des élections, puisque ceci doit donner lieu, et je vous en remercie, à un débat dans les prochains jours. Vous aviez précédemment déclaré que vous vous appuieriez sur les conclusions du Conseil scientifique. Je reconnais, comme vous, que les conclusions sont balancées. Le Conseil scientifique a fait état, il s'est appuyé sur un principe de certains humoristes que j'appellerais
le principe de Chevalier et l'Aspades, c'est vous qui voyez. Donc, évidemment, Monsieur le Premier ministre, il va falloir trouver d'autres éléments. Pour notre part, nous considérons qu'il y a des dates électorales, qu'il y a des modes de scrutin et que, sauf événement extrêmement important, il n'y a pas lieu de modifier tout ça. Dernier point, Monsieur le Premier ministre, l'Europe. Beaucoup des sujets dont nous parlons relèvent de l'action européenne. On a déjà eu l'occasion ici d'en parler, notamment au moment des questions au gouvernement. Le plan de relance nous inquiète parce qu'il y aura aussi un après et nous devons préparer les choses. Et nous sommes inquiets de ce qui se passe en Allemagne avec la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Il y a 750 milliards en jeu. Nous sommes inquiets du problème des frontières. Nous sommes inquiets, évidemment, du problème des vaccins. Et c'est en Europe que tout cela se passe. Alors, dans d'autres pays, Monsieur le Premier ministre, en Italie, on a fait un gouvernement d'union qui va de M. Salvini à la gauche italienne. On voit les efforts de Mme Merkel avec les Länder. On sait que tout ça est très compliqué, que c'est un énorme travail. Alors on vous fait confiance, Monsieur le Premier ministre, mais de grâce, qu'il y ait une autre pratique institutionnelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président.